On est crevé, on a fait de la route, on venait de Marrakech et puis là, moi je me fais une étape à Toulouse et je pense à Brian qui a dû s'arrêter à Toulouse pendant que Kiss se tapait Anita, du coup, suite à l'hospitalisation. Je suis même pas sûr que ce soit à Toulouse, les fans des Stones vont me taper sur la gueule, mais en tout cas on est à Toulouse, pas loin du stadium d'ailleurs. Du TFC. Voilà. Et en fait, on va faire un épisode post-punk parce qu'on s'est rendu compte que le punk n'est pas en moins de 27 minutes. Donc, le post-punk, du coup, c'est 78, etc. Et il se passe absolument plein de choses et même des choses un peu plus mainstream qui vont venir se mêler un peu à la fête. Alors, essayons de rester un peu dans l'Angleterre, même si c'est pas évident. Justement, tu parlais de Newcastle pour je ne sais plus quel groupe. Roxy Music. Ouais, non, t'as parlé de Newcastle. Non, c'était déjà Roxy Music. Ça fait 3 semaines qu'on a fait ce podcast. Non, mais en tout cas, il y a un autre mec de Newcastle qui arrive, même si on peut pas considérer ça comme du post-punk, c'est Sting qui va former Police et qui va être aussi important et qui va devenir mainstream. Mais il y a aussi le deuxième album des Clash qui arrive au même moment. Newcastle, c'est aussi Dire Straits. Et c'est aussi Alan Shearer. Et Dire Straits, c'est vrai que ça arrive aussi au même moment. Donc tout ce qui va être un peu le rock stadium des années 80 se forme dans cette espèce d'atmosphère post-punk, c'est ça que tu veux nous dire. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a le premier album de Dire Straits. Moi, je me suis foutu de la gueule de Dire Straits, qui était de la musique pour tester les chaînes hi-fi. C'est ce que j'écrivais sur les forums quand j'avais 20 ans. Enfin, franchement, écouter le premier Dire Straits, c'est une petite merveille. Et Police, bon, c'est un autre débat, mais il y a quand même de bonnes choses, même si sur scène, c'était quand même un groupe absolument terrible. Et là, vous pouvez m'envoyer des mails pour me dire que je dis de la merde. J'en dirai encore tant que je ferai des podcasts et que ça s'appellera Antoine et ses copains. Mais est-ce qu'on peut pas vraiment considérer Police comme du punk? Si. Ah ben alors explique-nous pourquoi Benjamin Durand, notre invité évidemment, qui m'accompagne sur cette tournée du Marrakech à Paris, Benjamin Durand. En tout cas, ils sont vécus comme tels par la maison de disques qui les signe. Alors c'est laquelle du coup? C'est une bonne question. Vous vérifierez, peu importe, on va pas perdre de temps là-dessus. Je pense que c'est pas Warner, mais ouais, c'est possible. Voilà. J'arrive plus à me souvenir des ronds. Non, je me demande, c'est quoi ce rond gris? Je me demande si c'est pas la même compagnie que les Stones sur Soundgarden, CBS. Bon, bref, perdons pas de temps là-dessus, comme sur le Late Show que j'arrivais pas à retrouver dans le Swinging London. Bref. Donc Police, pourquoi c'est post-punk alors que c'est mainstream et que c'est à la fois reggae mais ça devient déjà parce que le reggae, tu fais très très bien de prononcer ce mot parce que il faut quand même pas oublier l'influence énorme du reggae dans la culture musicale sur les Clash, je veux dire c'est absolument. Et dans la mouvance du punk arrive aussi un groupe comme les Specials à Coventry, comme Madness. Aussi. Qui est plus un groupe de ska d'ailleurs, du pré-reggae. Tout à fait, mais voilà, quoi, c'est une culture qui arrive complètement émergente à ce moment-là, et le punk va avoir énormément de passerelle avec le reggae. Ce qui est marrant, c'est que, je veux dire, si t'es un néophyte comme moi, je veux dire, en quoi les Sex Pistols ont rapport avec Bob Marley? Si je veux faire un raccourci idiot pour que tout le monde puisse nous saisir. Parce que c'est une musique de l'underground, c'est une musique de renégat. C'est une musique de Jamaïque, tout le monde le sait. Comment ça arrive à l'Angleterre? Parce que tout simplement, à partir des années 60, un petit peu comme ce qu'on connaît en France avec les anciennes colonies, il y a eu la décolonisation qui a eu lieu aussi en Angleterre de la même manière, et dans les années 60, il y a aussi une énorme immigration de population jamaïcaine. Donc tout simplement, c'est une colonie anglaise en fait. Voilà, à Brixton et Notting Hill notamment, ce sont des quartiers extrêmement vivants, etc. Et surtout, à partir de la fin des années 60, il y a un label qui se monte, qui est le label Island, créé par Chris Blackwell, bien sûr, et qui va être celui qui va palmier. Et qui va être celui qui va populariser la musique reggae en Angleterre et diffuser tous les disques, etc. Donc du coup là, on est en fait la vague post-punk inclut le reggae. Ce qui n'était pas le cas, il n'y a pas une once de reggae, si mes souvenirs sont exacts, dans Nevermind de Bollocks. Non, pas du tout. Voilà, et si, déjà dans le premier Clash, bien quand sûr. même. Voilà. Bien sûr. Et dans The Jam, pas vraiment non plus. Pas encore vraiment, mais ça va venir, ouais. Mais les Slits, justement, tu en parlais, arrivent, et là, l'influence reggae est extrêmement importante. Ouais. Donc c'est comme si un peu...
Francky Vincent, avec l'influence. Je m'égare un peu, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment une musique des colonies qui parvient vraiment à l'Angleterre et tout le monde s'influence de ça. Bah ouais, je sais pas si on peut... Clapton des 73 reprend un jeu de Sheriff et popularise le reggae. On n'en a pas parlé parce que c'est pas vraiment. C'était plus mainstream qu'autre chose, mais... même McCartney sur Wildlife... Et puis même sur le single dont le nom m'échappe, Sea Moon. Oui, et puis complètement reggae-ska. Et même le break reggae sur les Valdez. Qui est écrit par Linda, d'ailleurs. Donc bref... If you got a job to do, you gotta do it well. Voilà, donc non, le reggae est une musique extrêmement importante, et surtout le punk, lui, va vraiment s'intéresser à tout l'aspect dub du reggae. C'est ça, ouais. C'est l'apparition en fait des remixes aussi. Voilà. On va y arriver. Hein, et voilà, si puisqu'on parle du post-punk, en général, on cite bien volontiers la dernière date catastrophique de séparation des Sex Pistols au Winterland de San Francisco en 78, ouais, donc ça arrive comme la fin du punk. Mais que fait Johnny Rotten quand il redevient John Lydon de façon artistique? Il forme le fondamental groupe Peel Public Image Limited, qui lui va énormément se servir du dub et du reggae dans ses albums fondamentaux qui vont sortir jusqu'à la fin des années 70, et notamment évidemment Metal Box, qui est peut-être le grand chef-d'œuvre du post-punk qui va arriver. Ouais. Et là, il s'agit aussi le punk à partir du le post-punk est l'occasion aussi de voir ce que le punk donne en province, etc. Et s'il y a évidemment une ville qui va, à partir de ce moment-là, devenir le centre de gravité de la création musicale en Angleterre, c'est bien sûr Manchester. Ouais, bah oui, ça y est, là, on y arrive. Parce que Manchester qui avait été un peu discret finalement. C'est vraiment la première apparition du groupe de Manchester. Enfin, la première apparition, il devait y avoir des groupes obscurs de Manchester. Pas si obscur que ça, il y avait. Non, enfin obscurs pour d'autres gens que des mancuniens, je veux dire. Bah, pas tant que ça, il y avait quand même dans les années 60, il y avait les Hollies, dans lequel c'était Graham Nash. Ouais. Il y avait Herman and the Hermits. Et, oui, voilà, c'est bien ce que je dis. et dans les années 70, il y avait 10cc, qui avait été un groupe extrêmement important, allant jusqu'à monter leur propre studio. Mais sur Island déjà, 10cc. Ouais, mais ils avaient monté leur propre studio à Stockport, donc à une quinzaine de kilomètres de Manchester. Ouais. Et c'est dans ce studio que va enregistrer le grand gourou du son mancunien, Martin Annette, celui qui va mettre en musique évidemment le groupe fondamental du post-punk, Joy Division, qui est vraiment un groupe fondé par des punks à l'origine, qui avait monté un groupe punk donc, qui s'appelait Warsaw, et qui se rebaptise Joy Division pour sortir sur un label mancunien Factory, et qui va là donner une musique froide et reconcentrée sur l'expérience individuelle. D'accord. Tony Wilson, le directeur du label Factory, avait cette phrase fantastique pour qualifier Joy Division dans la perspective du punk. Il disait, le punk disait notre avenir est foutu, et Joy Division a eu cette avancée par rapport au punk de dire non, c'est pas notre avenir qui est foutu, c'est moi qui suis foutu. Ah oui, d'accord, d'ailleurs ça, avec les conséquences que ça a eu pour Ian Curtis. Et du coup, les fers de lance, donc Joy Division du post-punk, mais qui d'autre? À Manchester toujours, les Buzzcocks continuent. On en a un peu parlé déjà. Ils continuent en ayant perdu leur chanteur, Howard Devoto, donc celui qui était sur Spiral Scratch. Non, il n'est pas sur. D'accord. Donc tu t'es avancé en citant ça. Absolument, parce que c'est la période post-Howard Devoto, parce que c'est Pete Shelley qui donc qui était l'ancien guitariste et qui devient chanteur et qui va donc être le chanteur sur Ever Fall in Love. Et pendant ce temps-là, Howard Devoto, lui, va sortir son propre groupe post-punk qui s'appelle Magazine, et qui va sortir lui aussi des singles complètement brillants.
est magnifique. D'autres choses se passent à Leeds aussi, avec un groupe aussi extrêmement important qui va revenir qui va avoir une grande postérité, puisque beaucoup de groupes comme Franz Ferdinand ou Bloc Party dans les années 2000 vont beaucoup s'inspirer du son de Gang of Four, puisqu'il s'agit de ça, donc avec Gang of Four, avec ses lignes de basse, tout ça va naître à peu près à la fin des 70s. Voilà, donc cette espèce de son un peu dense, mais en même temps très très froid, illustré par le fabuleux single Damaged Goods. Et donc et aussi très politique, parce qu'il ne faut pas oublier à quel point tout ça quand même est très très politique dans un contexte d'une Angleterre complètement à l'agonie sur le plan politique, et avec vraiment un futur très très fermé. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe un peu outre-Atlantique du coup par rapport à ça? Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, les Ramones et tout, j'ai forcément envie de les évoquer parce que c'est à peu près la même période. Et du coup, l'Amérique récupère ça et forme ses propres groupes punk, post-punk, comment tu peux nous resituer là-dedans? L'Amérique, effectivement, a eu son mouvement punk, évidemment, le mouvement punk qu'on connaît un petit peu, celui du CBGB, effectivement, autour des Ramones, de Television, comme ça, mais qui reste... Et Costello? Alors, Costello est en Angleterre, lui, bien sûr. Ouais. Et Costello, effectivement, est lui dans la sphère du label Stiff. C'est ça, lui, c'est plus effectivement cette scène issue un petit peu de toute la tradition du pub rock et tout ça, et qui va effectivement avoir un énorme impact succès. Avec This Year's Model, par exemple. Absolument. D'accord. Ça, c'est ce qui va se passer là. Non, et puis les États-Unis, il faut aussi citer quand même les Talking Heads. Évidemment, bien sûr. Qui arrivent... Ils sont presque plus les héritiers du Bowie allemand, si je peux... J'avais justement envie de parler de Bowie, parce que aussi Joy Division, pour en revenir à Joy Division, c'est des héritiers du punk, mais des héritiers du punk qui tirent les enseignements de ce que Bowie vient de produire avec cette trilogie berlinoise. C'est ça. Ils sont complètement fascinés par l'album Low, surtout. Ils sont fascinés parce que Bowie a fait avec Iggy Pop, quand même. Bowie qui a relancé la carrière de Iggy Pop avec The Idiot et Lust for Life. Qu'il a lancé tout court d'ailleurs, j'ai envie de dire, non mais c'est un autre débat. Et c'est des choses, c'est incroyable de s'imaginer à cette époque-là où on a vraiment une musique qui est complètement florissante. Ça pourrait apparaître un petit peu bizarre comme référence, mais aussi quelqu'un qui apporte beaucoup sa pierre à l'édifice, c'est Kate Bush. Ouais, bien sûr. Kate Bush qui... c'est pas bizarre comme référence, mais on est loin de Nevermind the Bollocks, c'est ça que tu veux dire par... C'est ça, mais Kate Bush qui est quand même la première femme à avoir un numéro 1 en Angleterre avec une chanson qu'elle a écrite elle-même. Kate Bush qui a été chaperonné, si mes souvenirs sont bons, par un des membres des Clash. Par David Gilmour de Pink Floyd. David Gilmour de Pink Floyd, à chaque fois je me fais avoir. C'est les Slits qui ont été chaperonnés par les Clash. Oui. Et c'est les Pink Floyd, c'est Gilmour de Pink Floyd qui chaperonne Kate Bush, qui avait déjà 15 ans et qui avait déjà, une cinquantaine de chansons. C'est ça. Et qui arrivait à maturité pour sortir ce single. C'est ça. Et voilà, donc du coup, là, tout ça, c'est post-punk. Tout à fait. Tout ça, c'est dans cette vague post-punk. Et on peut Même parler... si Kate Bush, c'est pas de la musique post-punk. C'est pour ça que pour un fan de rock et de guitare pur comme je suis, c'est un peu un jigsaw puzzle, encore une fois. C'est un peu... je veux dire, Kate Bush, c'est une autre musique, quoi. Je veux dire, et tu places ça à peu près dans le même contexte, parce que c'est le même contexte de spatio-temporel, mais on est dans des sphères musicales complètement différentes, quoi. Je veux dire, non? T'as l'air de trouver ahuri quand je te pose la question, mais on a parlé de Dire Straits, et de Police, et tout ça est quand même loin. Je répète ce que j'ai dit, le punk a complètement... transformé la donne, a complètement chamboulé les points de repère qui existaient avant. Une fois de plus, c'était inimaginable avant le punk de signer une interprète féminine qui allait écrire toutes les chansons. Il n'y en a pas avant. En Angleterre, il n'y en a pas avant.
Aux États-Unis, finalement, il y avait des gens comme Johnny Mitchell, des gens comme ça qui étaient vraiment des vrais singer-songwriters, mais des gens avec une... il y avait Joan Baez aussi déjà qu'on en a. Ouais, mais elle écrivait très peu, Joan Baez. Elle faisait beaucoup de reprises. Ouais, beaucoup, mais elle faisait beaucoup de reprises. Elle a signé des titres. Elle en a signé quelques-uns, mais la plupart de ses chansons les plus connues étaient des reprises, et sur ses albums, la majorité des chansons étaient des reprises. Et les Slits, ils écrivent pas? Si. Ah bah tu vois, donc on est déjà... Oui, mais les Slits sont sur un label indépendant, alors que Kate Bush est chez EMI et elle est numéro 1. Oui, voilà, ça devient mainstream pour la première fois. Voilà, c'est ça la grosse différence. Et du coup, ça peut clôturer un peu le post-punk. Qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus? Après le post-punk, il y a aussi autre chose, un autre groupe qui va... je veux dire, avant qu'on attaque l'indé, l'indie. Il y a un autre groupe qui est vachement important aussi à mentionner. Quand même, le groupe le plus populaire à l'époque en Angleterre, c'est les Jam. Ouais, mais on en a parlé dans le punk déjà. Mais qui sur leur base punk, qui aurait pu... se disloquer ou perdre en mode comme les Sex Pistols, mais qui eux arrivent à trouver une nouvelle voie dans leur songwriting en revenant sur des sources notamment très très proches des Kinks, à partir de Hot Tones. Et qui, notamment sur Sound Affects, font un... Tu m'as offert en CD, je me souviens, il y a une dizaine d'années. Voilà, et sur Sound Affects, qui font un espèce de mélange extrêmement bizarre entre les Beatles de Revolver et Joy Division, ou Wire, un autre groupe dont je n'ai pas parlé, mais très important, c'est Wire. W-I-R-E pour les Français. Et du coup, voilà, mais moi je voulais juste dire que le seul groupe finalement d'ancêtres dont on a parlé dans le Swinging London, etc., qui va garder un peu une espèce de respect de toute cette mouvance punk, c'est, à part les Kings dont tu as cité, c'est les Who, où les gens aimaient beaucoup les Who, d'ailleurs les Sex Pistols reprenaient Substitute, etc. Les Who ont gardé, pourquoi les Who et les Kings en Angleterre ont gardé une espèce de... C'est parce qu'ils ne se sont pas exilés, ou enfin, pourquoi les Who et les Kings, c'est le côté mode qui a fait que ils sont toujours restés influents par rapport à la scène de punk, ils ont toujours été cités comme des sources d'inspiration, contrairement à d'autres groupes anglais. C'est un peu une question peut-être qui est un peu bizarre, mais... Non, c'est pas forcément bizarre, mais non, je pense que c'est tout simplement... je veux dire, c'est pas Quadrophenia qui fait que les Who perdurent en tant que modèle d'influence, que cette scène. Je pense que c'est l'honnêteté du commentaire, l'honnêteté du commentaire social. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je voulais... dans les textes qui sont là. Non, et puis aussi d'autres groupes quand même appelés à devenir plus importants dans les années 80 et qui apparaissent aussi à au moment du post-punk. C'est les Cure, qui quand même apparaissent dès 79 avec quand même des premiers enregistrements extrêmement marquants. Il y a à Liverpool Echo and the Bunnymen qui va devenir plus important aussi après. En tournée bientôt d'ailleurs, c'est ça qui est dingue. Voilà. C'est génial de pouvoir parler de ces groupes alors qu'ils sont... La plupart sont encore vivants, pourvu que ça dure en fait. Et puis aussi, mine de rien, dont le premier single est produit par Martin Hannett, le producteur de Joy Division, c'est U2. Ouais, bien sûr. Attends, les premiers U2 sont quand même pas mal, même si nous, on n'est pas ici sur le plateau, en tout cas tous les deux, des férus de U2. Et Coming Up, post-punk ou pas? Parce que qu'est-ce que font les autres justement? On va juste faire une petite parenthèse pour refermer, parce qu'il y a le hip-hop qui commence à être hyper naissant à New York, et que dont les Stones se servent, un mélange de punk et de hip-hop sur Some Girls. Mais il y a McCartney qui flingue les Wings, enfin dans Coming Up c'est un single des Wings, mais qui va flinguer les Wings en 80. Enfin, tous les vieux finalement s'inspirent de ça finalement. Ils s'inspirent de ça, et puis surtout... Deux fois finalement. Et puis Jimmy Two Times. Et surtout, il y a la révolution aussi technologique des synthétiseurs qui sont désormais des instruments bon marché, alors qu'avant ils étaient réservés à l'usage des groupes qui avaient vraiment les moyens. Et en fait, c'est pas une régression finalement en termes de... Enfin, moi je me suis toujours demandé, merde, les mecs commencent à mettre des synthés, donc ça m'intéresse moins, il y a moins de guitaristes, il y a moins de musiciens fins. C'est une vraie question que je pose et qui est intéressante, je pense, pour les gens peut-être qui n'aborderaient pas cette période comme quelque chose de musical. Enfin, je veux dire, l'apparition des synthés tue un peu le musicien.
Je veux dire, si avec on remplace un synthé par par 3 mecs qui jouent, je veux dire, on fait en synthé, on fait de la batterie, de la guitare, de la basse, etc. Est-ce que c'est pas non plus, enfin, est-ce que tu vois où je veux t'emmener quand je demande ça? Oui, mais tu poses, enfin, tu vois je pas pose surtout sûrement mal la question. Tu vois pas ça sous le bon angle. Tout simplement, une fois de plus, il faut vraiment réaliser à quel point l'Angleterre de cette époque-là était un pays complètement à l'agonie sur le plan financier. Alors, politiquement, ils ont choisi de donner les clés à Margaret Thatcher pour le meilleur et pour le pire, mais ça s'est passé dans un contexte où l'Angleterre était vraiment complètement au bord du tiers-monde ou de la. Je crois que l'Angleterre était à peu près à un niveau de dette, etc. de la Roumanie à l'époque. Oui, c'est hyper bien décrit dans les films de Ken Loach dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Et donc tout simplement, les synthétiseurs bon marché étaient une façon pour les groupes de tourner à moins de frais et de faire de la musique à moins de frais parce que c'était la première occasion, avoir des synthés pas chers, de pouvoir faire de la musique chez soi plutôt que de faire de la musique. De devoir avoir des salles de répète et avoir 5 personnes à payer, de devoir travailler la batterie, etc. Et le synthé avait été musicalement, artistiquement été prouvé comme intéressant grâce à la découverte du rock allemand de Kraftwerk au milieu des années 70. Tu vois, ma question t'amène à quand même parler de Kraftwerk qu'on n'avait pas cité. Et Dépêche Mode là-dedans. Dépêche Mode, il arrive juste après. Juste après. 80-82. Donc on va plutôt en parler dans le rock indé. D'accord. Bon, très bien. Est-ce que je suis content d'avoir pu te poser toutes ces questions qui m'ont un peu rendu moins idiot et j'espère que ça sera le cas pour vous, même si vous êtes tous très intelligents. Je vous embrasse. Nous on a. C'est quoi le train? C'est jusqu'à Castres, hein. Oh là là, ça me fait chier ce TER. Je vous embrasse. Nat,